votre magazine avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour, merci de nous retrouver pour une émission spéciale électrique. On sait que vous adorez l'électrique. Restez. Restez. Non, franchement, il y a plein de choses. Eh bien oui, mine de rien, on va essayer de démystifier un petit peu l'électrique pour vous aujourd'hui. Et en vous aidant surtout à faire le bon choix ou du moins à regarder les bons critères lorsque vous surfez ou regardez les différents modèles de scooters ou de motos électriques qui existent sur le marché. Parce que c'est vrai que autant le thermique, avec les années, on sait à peu près s'y retrouver entre la puissance, les chevaux, la consommation et autres, mais quand on arrive dans le monde de l'électrique, où il y a des kilowattheures et de l'autonomie, on ne sait pas forcément quels sont les bons repères à avoir. Et c'est le but de cette vidéo, d'essayer de décrypter et de vous donner les petites astuces et les petites coulisses pour justement mieux y voir sur le marché de l'électrique. Les premiers critères les plus simples, c'est quoi? C'est quoi la vitesse max? Un petit peu comme quand on parle de Ça, 125. Ça, c'est simple. Après, il y a l'autonomie, mais déjà entre l'autonomie qui est donnée par les constructeurs et l'autonomie réelle, c'est déjà autre chose. Ben oui, et l'autonomie réelle, c'est-à-dire quand on l'utilise réellement. Ça peut paraître une lapalissade, mais il y a beaucoup d'autonomie maximale qui sont obtenues en faisant du 40 à 50 km/h. En continu. En continu, sans s'arrêter, sans être en duo et par temps normal de mi-saison. Autant dire que l'autonomie entre l'autonomie réelle et puis l'autonomie, notamment quand on est avec Sandrine en duo, elle peut chuter de 30 à 50%, et ça fait la différence, et c'est pas toujours dans la fiche technique. Et puis ensuite, il y a le temps de charge, bien sûr. Alors, entre le 20 et 80%, le fameux, le 0 à 100%, donc c'est aussi énormément d'analyses à regarder. Et puis il y a le prix, mais il ne faut pas oublier toutes les aides possibles de la part de l'État. Et oui, en fonction de la puissance du moteur ou de la batterie, ces aides peuvent aller jusqu'à 2400 €. Pour les professionnels. Ah oui, ça c'est la petite astérix qu'il faut bien lire en bas du contrat, c'est très important, mais ça peut être intéressant malgré tout, et ça peut notamment réduire sur des prix qui s'échelonnent de 3000, 3500 € aujourd'hui. Jusqu'à plus de 10 000 €. Voire 30 000 € si on parle de moto électrique. Mais si on reste sur des scooters urbains et on parle pas des équivalents 50, on va plutôt rester sur des équivalents 125 cm3. Ce qu'on vous conseille vraiment avec des puissances plutôt autour de 5 kW, voire 7 kW. Allez, 9 kW qui dit mieux. Mais sérieusement, en dessous de 5 kW, c'est souvent très mou. Même des équivalents 125 sont limités à 70 km/h. Alors qu'avec un vrai équivalent 125, un moteur de 5 kW, vous pourrez aller titiller les 90 km/h réels, voire les 100 km/h compteurs, et ça c'est bien, notamment pour faire du périurbain. Et puis après, il y a plein de petits points à regarder sur les fiches techniques, notamment le poids par exemple aussi. Y a-t-il un coffre ou pas pour mettre le casque ou des affaires ? Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on le sait, dans le problème avec la moto électrique et surtout le scooter électrique, c'est l'emplacement des batteries qui prennent beaucoup de place, souvent au détriment du coffre. Et ce qu'il y a de bien de pratique quand on utilise un scooter, c'est quand même la place sous le coffre. Et puis justement, la batterie, est-ce qu'elle est amovible ou pas pour pouvoir justement recharger ou pas chez soi? Et puis il y a aussi la connectivité. Eh bien oui, c'est ça qui va expliquer certains prix qui sont différents entre des scooters d'entrée de gamme avec juste un petit écran sans connectivité et sans quasi aucune information. Et puis le plus haut de gamme, et on pense notamment au fameux scooter CE04 chez BMW, où là la connectivité, la capacité à voir s'il a bougé, où il est, quelle est sa charge, quel est le temps de charge, et notamment avoir des charges rapides, toujours sur le CE04. C'est vraiment très bien. Il y a aussi naturellement les motos avec le constructeur historique Zero Motorcycle, et puis Energica qui a équipé les motos en moto i, donc en grand prix moto électrique, désormais chez Ducati. Eh bien tout ça, ce sont des points importants. On s'est dit que faire le point sur ce sujet, eh bien pour le faire, il fallait aller voir un professionnel du deux roues. On a pris le plus gros distributeur importateur de deux roues électriques, toutes marques confondues en France, avec Go deux roues. Pourquoi? Eh bien parce que ces interviews, ça nous paraît intéressant. On rencontre une personne, c'est pas nous qui inventons les informations. Ok, il va présenter sa société. L'important c'est qu'il le et ses services. L'important, c'est qu'il le fasse avec le plus d'objectivité. D'ailleurs, c'est pas de la pub puisque il n'y a pas de budget de cette marque cette année. On fait ces vidéos simplement pour vous faire partager les qualités de certaines personnes et on adore vraiment les rencontrer. Mais on sait que certains se disent « Ah, c'est quand même mieux si vous présentez tout. » Mais on n'a pas la science infuse pour tout vous présenter. Allez, c'est parti. On va rencontrer Vincent.
Bonjour Vincent. Bonjour David. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce qui se vend le plus finalement sur le marché à l'heure actuelle? C'est du scoot électrique, c'est de la moto électrique, et quelles sont les marques que vous vendez le plus? C'est plutôt le scooter. On est plutôt sur un public majoritairement urbain. On va avoir des engins comme celui-ci. Ça, c'est la marque Raider. C'est une des marques qu'on distribue. C'est notre marque maison. C'est un équivalent 50 ou 125. Il a la même forme, quelle que soit la puissance. Et dans les deux cas, on a une batterie amovible, plutôt classique sur les scooters électriques, et une vitesse de pointe soit de 45 km/h pour le 50, soit de 90 km/h pour le 125. Donc c'est un engin plutôt simple dans sa conception, simple dans son utilisation. Il n'y a pas de fioritures, il n'est pas connecté, j'ai pas de GPS, mais au quotidien, ça suffit bien. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre justement un Raider, un modèle plus puissant ici, et puis un Silence, marque espagnole bien connue, que l'on retrouve chez Seat également? C'est principalement la dotation. C'est-à-dire, comme je le disais, le Raider, c'est quelque chose de plutôt simple à utiliser, avec un positionnement prix, on va dire, médian. Alors que quand on va chercher des marques comme Silence, je vais avoir une proposition un peu plus évoluée, avec une batterie qui est sur roulette. Donc ça, c'est bien pratique pour ne pas se casser le dos. Je vais avoir une application, il est connecté. Et de plus en plus, sur des modèles un peu plus premium dans le monde du 125, on trouve l'ABS. C'est assez nouveau, c'est-à-dire que l'électrique est en retard par rapport au thermique sur la présence de l'ABS. Et de plus en plus, sur les modèles premium, les marques premium de l'électrique, on va trouver l'ABS. Et c'est ce qu'on cherche quand on a envie d'avoir un beau scooter, j'ai envie de dire à 6 ou 7 000 euros pièce, on exige de plus en plus l'ABS. Et alors comment ça se passe en termes de vente? Vous avez votre force commerciale ici, les gens ils viennent dans les magasins quand on a de l'électrique? Ouais, alors nous c'est centré principalement sur l'essai. C'est-à-dire qu'on a 6 magasins qui permettent, comme ici, c'est un magasin d'usine en quelque sorte, de venir voir, toucher, essayer. Tout à l'heure, il y avait une personne qui est venue pour essayer 3 ou 4 modèles consécutifs. On lui prête une paire de gants et un casque, et puis c'est parti. Donc ça, c'est le premier moyen. Et le deuxième, c'est que sur notre site internet, depuis le début, on y tient beaucoup, on a un discours de vérité. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème pour dire les avantages et les inconvénients de manière objective à chaque personne qui nous lit. Pourquoi? Parce qu'on est marié avec aucune marque. Comme on est distributeur multimarque, on peut se permettre de dire les avantages et les défauts de chaque modèle sans avoir peur de se sortir les oreilles. Bon, après tout, maintenant, vendre un scooter ou un autre, c'est la même chose pour vous, non? Foncièrement, non. Non, vendre un scooter ou un autre, en réalité, on est quand même assez vigilant, notamment à ce qu'on appelle le taux d'avarie. Le taux d'avarie, c'est quelque chose qu'on a mis récemment en place sur notre site, c'est-à-dire que pour chaque modèle mis à la route, on considère le taux de retour que l'on a parce que le client a une panne, parce que le véhicule a un code d'erreur. Et à partir d'un certain taux d'avarie, on appuie sur le bouton rouge en disant à la marque « Attention, il va falloir faire évoluer les choses ». Si ça n'évolue pas, dans le pire des cas, on arrête la distribution. Ça, c'est côté relation avec les importateurs, les constructeurs. Et côté relation avec nos clients, là aussi on est transparent puisqu'on affiche sur la page de chaque modèle l'indice de fiabilité. Et cet indice de fiabilité, il est complètement automatisé, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui prend en compte le nombre de tickets SAV que l'on a créés et le nombre de véhicules qui a été mis à la route, modèle par modèle. Comme ça, on est transparent. Et avec un niveau de pondération, au niveau de la gravité, parce que j'imagine qu'un clignotant qui s'arrête de fonctionner par rapport à un scooter qui s'arrête de rouler tout simplement au milieu de la circulation, c'est pas tout à fait le même niveau de gravité. Oui, bien sûr. Les tickets ont des niveaux de criticité. Et en fait, tout ça permet de les pondérer. Et en fait, on a 3 critères qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est le taux d'avarie brut. Le second, c'est parmi les avaries, quelles sont celles qui sont les avaries qu'on considère comme bloquantes, c'est-à-dire que le client, en l'occurrence, ne peut plus l'utiliser. Donc ça, c'est fortement pondéré. Et en fait, le troisième point, c'est le degré de disponibilité des pièces détachées chez le fournisseur. Parce que c'est bien beau de faire venir des véhicules d'Asie ou d'ailleurs. Ensuite, il faut assurer le SAV avec beaucoup de pièces détachées. Et malheureusement, on a pris à défaut certains importateurs sur le sujet. Et c'est pour ça que nous, on s'équipe de plus en plus de stocks directement chez nous. Donc on prend cette charge financière, j'ai envie de dire, puisqu'il faut avoir beaucoup de stocks à disposition, surtout quand on est multimarque. Pourquoi? Pour pouvoir répondre plus rapidement aux avaries que peuvent rencontrer les clients. Vous avez des exemples de marques avec qui vous avez arrêté de travailler parce que les niveaux d'avarie étaient trop importants? On a arrêté typiquement en fait, de travailler avec une marque qui est une marque espagnole. Pourquoi? Parce que même si les véhicules, c'est des motos, principalement ont on va dire un look et puis un gabarit tout à fait honnête, la promesse, elle n'est pas tenue derrière, que ce soit en disponibilité de pièces détachées ou en taux d'avarie. On a rencontré beaucoup trop d'erreurs au niveau électronique, beaucoup trop de pépins électroniques, ce qui fait que ça devenait un enfer pour nos clients, ça devenait un enfer forcément pour nous. Et quand on n'a pas de répondant derrière, on fait stop.
Et est-ce qu'on peut faire des essais un peu plus longue durée que de faire le tour du quartier, comme c'est souvent le cas quand on va chez des concessionnaires? On a ce qu'on appelle le 15 jours satisfait remboursé. Alors c'est quoi? Comme son nom l'indique, on a 15 jours, une fois qu'on a été livré, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le véhicule définitif, immatriculé à la maison, on a 15 jours pour changer d'avis, sous réserve de ne pas faire plus de 500 km. N'importe qui peut appuyer sur le bouton et dire « bon, je le veux plus, soit vous le reprenez, vous me remboursez, soit je vais l'échanger ». En fait, ça, on le fait vraiment. Ça paraît surprenant, mais pourquoi on le fait? Parce qu'on pense que sur ces nouveaux engins, que sont les scooters, les motos électriques, on a le droit un peu plus à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'antériorité, c'est moins connu, c'est des engins plutôt nouveaux pour le grand public. Heureusement, on a peu de personnes qui appuient sur le bouton du satisfait ou remboursé, mais ça arrive. On est toujours en deçà de 3% de taux de retour. C'est quoi les raisons qui sont invoquées pour justement, au bout de 15 jours, dire finalement, j'en veux pas? Alors, il y a des raisons qui peuvent être amusantes. On a le cas de monsieur qui revient un peu penaud en disant « bon, j'avais pas dit à ma femme, ça lui va pas plu, donc je vous le ramène ». Voilà, donc ça peut arriver. L'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Donc nous, on est pour la paix des ménages. Et puis, il y a des cas, j'ai envie de dire, un petit peu plus justifié où cette fois-ci le client qui espérait pouvoir réaliser les 160 km d'autonomie, qui sont des kilomètres d'autonomie constructeurs, communiqués par le constructeur, se rend compte que dans sa région plus ou moins montagneuse, dans la vraie vie, il va en faire une centaine. Et là, effectivement, on comprend qu'ils sont en difficulté et qu'ils se disent non, ça ne répond pas à mon cahier des charges. Donc, pour ce type de problème, nous, on a mis en place ce qu'on appelle un simulateur d'autonomie qui est sur notre site, où le client va dire, voilà, moi je suis dans telle catégorie de poids, j'ai plutôt tendance à rouler vite ou à rouler doucement, et la température extérieure autour de moi, parce que ça compte beaucoup pour l'électrique, est plutôt haute ou basse. Et en fonction de ça, on a une estimation de ce que doit être l'autonomie réelle du deux-roues électrique. Est-ce que vous avez un détecteur de mauvaise foi, c'est-à-dire des gens qui en fait ont juste envie de faire un tour de manège et veulent se faire livrer un scooter ou une moto électrique chez eux pendant 15 jours et puis pour le rendre après? Par défaut, on fait confiance au client. J'ai envie de dire le client a toujours raison. En tout cas, on le fait sans discuter. Et qu'est-ce qui se passe après du véhicule qui revient du coup? C'est un véhicule à neuf? C'est un véhicule d'occasion? Alors, le véhicule qui revient, de fait, c'est un véhicule qui devient d'occasion, parce qu'il a déjà été immatriculé. Donc, à partir du moment où il a déjà été immatriculé, nous, on le récupère. On refait ce qu'on appelle un contrôle technique complet de 57 points, parce que même si le client a fait 100 ou 200 km, il a pu se passer plein de choses. Il a pu chuter, même si on le voit en général à l'extérieur. Il a pu peut-être déconnecter des choses, donc on est obligé de faire un contrôle complet. Une fois qu'on a fait ce contrôle complet, on fait ce qu'on appelle une remise en esthétique. Donc on le nettoie, on change éventuellement les quelques pièces qui ont pu être abîmées, et puis on le reprend en photo et on le republie sur notre site, évidemment avec une décote importante, puisque de fait, ça devient un véhicule d'occasion. Ça veut dire que en fait, vous perdez de l'argent avec quelqu'un qui vous le rend en fait. Oui. C'est un pari qu'on fait, on le fait depuis le début, on continue de le faire, même si le comptable parfois a tendance à nous tirer un peu les oreilles sur le sujet. Mais on pense que c'est, en tout cas aujourd'hui, constitutif de notre offre et on ne veut pas l'enlever parce que ça fait partie de l'expérience client, le droit à l'erreur. En fait, on a le droit à l'erreur quand on commande quelque chose sur Amazon ou à la Fnac en se disant non, finalement je vais leur renvoyer, ça ne me va pas. Nous, on a voulu le faire sur le deux roues. Vous me montrez un tout petit peu justement les véhicules qui reviennent après avoir être passés en essai et puis dans vos ateliers. Donc là, on a par exemple quelques véhicules qui sont de retour. Alors on en a certains qui vont être excessivement peu kilométrés, qui vont avoir moins d'une centaine de kilomètres au compteur et qui sont en attente d'évaluation. Là, quand on voit fiche VO, donc VO dans le jargon, ça veut dire quoi? Ça veut dire véhicule d'occasion, et qui sont dans la ligne d'attente de l'examen avant remise en route. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on garde nos 57 points de contrôle. Ensuite, nos techniciens font un tour dans la zone pour voir si tout se passe bien au niveau partie cycle. Donc là, ce qui est pratique dans cette zone, c'est que c'est plutôt plat et très peu fréquenté, donc ils peuvent s'amuser un peu. Et une fois qu'on a fait ce tour-là, on revient, on fait un cycle de charge complet pour voir si tout monte bien à 100%. La remise en esthétique, et une fois que c'est bon, il prend le monte charge qui est derrière, ici, il passe à l'étage et on va le prendre en photo. Là, on voit qu'il y a beaucoup de New, un peu de Super Soco. Il y a des modèles qui reviennent plus que d'autres, ou c'est parce que les clients vont plutôt vers des marques qu'ils connaissent un tout petit peu plus? Les deux, en général. C'est-à-dire qu'on a à la fois des véhicules qui sont surreprésentés ici parce qu'ils ont été beaucoup vendus, et aussi parce qu'il y a eu des séries qui ont rencontré des avaries, et pour lesquelles les clients nous ont dit non, moi j'ai rencontré une panne au bout de 10 jours. On arrête, vous le reprenez. Et donc on a ces deux cas de figure, et notamment la présence de New. Alors New qui est en train de se refaire une santé, puisque la distribution notamment des véhicules New est en train d'être revue, avec la marque New, le constructeur New, qui reprend la main directement sur sa distribution en France.
Nous, on est contents, parce que c'était un peu compliqué précédemment, que ça revienne avec une marque beaucoup plus présente. Et en fait, ce phénomène-là, on le voit de la même façon. Avec Super Soco, il s'est passé la même chose. Et il risque de se passer la même chose avec une autre marque, c'est en cours, donc je ne vais pas en parler, mais qui aussi a plutôt autorité dans le monde du 2 roues électrique. La tendance, elle est malheureusement pour nos amis importateurs à être globalement un peu malmenée. L'année 2023 n'a pas été une très bonne année, en tout cas pour l'électrique. Oui, on l'a vu, il y a pas mal de concessionnaires, d'enseignes qui ont fermé, des marques qui ont disparu du jour au lendemain. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'avec Go 2 roues, on peut espérer que ça dure un peu plus longtemps? Alors, l'avantage, c'est que nous, déjà, on est multimarque. C'est-à-dire que quand on a une marque qui est en difficulté, qui tousse, nous, on n'est pas malade complètement. On a d'autres piliers sur lesquels reposer. Le deuxième point, c'est que, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de stocks, pièces détachées, accessoires. Et ça, c'est notre politique de plus en plus d'avoir en local, physiquement, ce dont on a besoin pour ne pas dépendre d'un importateur. Et également, le fait qu'on soit numéro 1 sur le secteur fait que, même si pour certains concurrents c'est très compliqué, nous on passe un peu plus facilement au travers de cette tempête-là, même si tout n'a pas été rose. Voilà. Et le dernier point, j'ai envie de dire les bassements financiers. On s'appuie notamment sur un partenaire investisseur important qui nous suit, qui nous accompagne, il nous accompagnera. Et malheureusement, par rapport aux vendeurs de quartier, on est un petit peu plus robuste par rapport à ce type de période un peu contrainte, quoi. J'ai vu qu'il y avait du Piaggio, donc vous distribuez aussi Piaggio en fait? Ouais, on a le Piaggio, alors ça c'est les petits, c'est les Piaggio One. Voilà, donc Piaggio One, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt ludique. Pas forcément adapté à ma taille, mais un peu plus à celle de mes enfants. Mais blague à part, on a quelque chose que je trouve quand même bien abouti en termes de design. C'est propre, on sent qu'on est sur la patte Piaggio. Après, en performance électrique, ça reste somme toute modeste. Et de toute façon, ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend. On va avoir un moteur qui n'a pas énormément de peps. Et on va avoir aussi une tenue de route. On a des petits trous, donc il ne faut pas non plus en attendre de trop. Voilà, mais le cahier des charges, je trouve qu'il est correct. C'est pour ça qu'on a décidé de le distribuer. Est-ce que quand un client vous appelle, justement, vous essayez de voir quels sont ses besoins, même s'il a un modèle en tête, histoire qu'il soit un peu moins déçu, ou finalement le client a toujours raison, il vous dit je veux un Iwan, alors qu'il mesure 1,90 m et qu'il fait 150 kg, et vous lui dites c'est parfait, prenez-le? Ouais, alors nous on a remarqué, on a fait pas mal d'études qualitatives sur le sujet aussi pour voir si on était bon commercialement, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 60% des commandes qui sont des commandes de véhicules différents de celui que recherchait le client lors du premier contact avec nous. C'est-à-dire qu'il nous dit « je veux un Piaggio » ou « je veux un Rider » et puis en discutant avec lui, en faisant ce qu'on appelle une vraie découverte, en fait on se rend compte que non, celui-là il a pas assez d'autonomie, celui-là il est trop petit, celui-là il n'est pas pratique, les batteries elles sont trop lourdes pour vous. Donc c'est le commercial qui compte, mais c'est parce qu'il a un pourcentage sur la vente qui est différent peut-être en fonction de la marque? Non, ça on ne l'a jamais fait. D'ailleurs, nos commerciaux en fait n'ont pas de variable individuelle. Le variable, il est collectif. C'est-à-dire que c'est un variable d'équipe. Tout le monde gagne ou tout le monde perd en même temps. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, que le commercial vende un véhicule qui vaut 2 000 € ou un véhicule qui vaut 10 000 €, ça compte toujours pour un. Donc le commercial n'a aucun intérêt à pousser un véhicule, à pousser à la consommation, soit parce qu'on a une meilleure marge, soit parce que le véhicule coûte plus cher. Au contraire, j'ai envie de dire, ce qu'on veut éviter, c'est le taux de retour. On veut éviter d'avoir des gens qui appuient sur le bouton du satisfait remboursé. Je vois qu'il y a beaucoup de pneus, pour ne pas le citer, Michelin du City Grip 2. Ouais. Pourquoi? Parce que les montres de pneumatiques qui sont fournies avec un certain nombre de scooters électriques, et on l'a dit dans certaines de nos émissions, c'est quand même plutôt souvent des savonnettes. Ouais, c'est pas faux. On a effectivement des montres de pneus par défaut pour certains véhicules qui sont de la gomme très très dure. Et en fait, quand on a de la gomme très dure, l'avantage c'est que le pneu il va durer toute la vie du scooter. C'est un pneu qui est très résistant, qui va avoir peu de crevaisons. L'inconvénient de ça, c'est la tenue de route. Dès que j'ai un peu de poussière ou un peu d'eau sur la chaussée, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc avec des gommes un peu plus tendres, comme pour ne pas le citer, le City Grip 2 ici, qui est vraiment le best-seller, il y a beaucoup de clients à qui on propose de changer la montre de pneus et qui se les font installer, au moins par sécurité d'esprit. En général, quand on a du City Grip 2 plus de l'ABS, je parle en tout cas dans le monde du scooter, on est plutôt bien équipé, quoi. C'est ceinture et bretelles. Alors on a l'impression d'être dans une mini-usine, comme si ça sortait des chaînes. Pourquoi? Parce que vous révisez un petit peu avant de les envoyer tous les 2 roues. Est-ce qu'il y a des marques qui demandent plus de révision avant d'être envoyées aux clients que d'autres?
Alors là, ce qu'on voit, c'est le produit fini, assemblé. Donc c'est des véhicules qui ne sont pas encore vendus, qui vont passer ensuite à l'étape de préparation qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ces véhicules-là, avant de passer à l'étape d'assemblage, ils ont un essai dynamique. On les nettoie. Avec la clé dynamométrique, on vérifie que c'est bien le bon serrage que l'on a. Et puis, on passe aux étapes de charge, plaquage, nettoyage esthétique, et on pose les éventuels accessoires qui vont avec. Donc là, ces véhicules-là, en fait, c'est les véhicules de stock. Ça, par exemple, je trouve ça marrant, c'est la marque UBCO qui fait ça. Ça s'écrit UBCO. En fait, c'est complètement atypique dans le monde du deux roues en général et dans le monde du deux roues électrique. On a par exemple 2 moteurs sur celui-ci, un moteur à la roue arrière et un moteur à la roue avant. À quoi ça sert? Plutôt à faire du off-road, plutôt à se balader. On a par exemple un vigneron qui nous en a pris un. Lui, pour passer dans ses vignes, c'est beaucoup plus facile pour lui d'avoir, alors je ne sais pas si on parle de, c'est pas un 4x4, c'est un 2.2 finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a des modèles qui arrivent grosso modo quand même tout emballé et puis il y a juste quelques réglages. Ouais. Et puis vous avez aussi le modèle qu'on a essayé sur le repère des motards il n'y a pas longtemps, le bolide, qui est un équivalent entre guillemets gros puissance et qui va sur les terres du CO04, où là a priori vous faites plus de travail d'assemblage. Ouais, l'immense majorité de ce que l'on reçoit est quand même quasi finalisé. Ça arrive dans des caisses, les caisses sont avec un cadre et un carton par-dessus, et on va avoir la plupart du temps la roue avant, quelques carénages, le guidon, et ensuite c'est du réglage, du serrage, du test. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'histoire traditionnelle des deux roues que l'on connaît nous depuis le début. Et avec Bolide, on a voulu faire quelque chose de différent pour plusieurs raisons, c'est-à-dire un véhicule qui arrive beaucoup moins assemblé, c'est-à-dire que l'assemblage est finalisé ici. On va avoir le bloc moteur d'un côté, le châssis de l'autre, les faisceaux, et puis toutes les consignes d'assemblage. En fait, on a voulu faire ça pour plusieurs raisons. Pour commencer, ça nous coûte moins cher que pour les faire venir, les transporter. On peut en mettre beaucoup plus dans un espace, dans un volume donné. Le deuxième point, c'est qu'on veut, surtout pour le lancement de ce produit-là, sur lequel on a passé quand même pas mal de temps, être certain à 100% de la qualité de l'assemblage et pas avoir de mauvaises surprises. On sait qu'on n'a pas 2 fois l'impression de faire une première bonne impression, donc là on ne veut pas se rater. Et enfin, le dernier point, c'est on sent la tendance quand même qu'il y a, comme pour l'automobile, à vouloir mettre de plus en plus une dose d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, on a entendu parler avec les voitures, maintenant une voiture électrique, on a droit au bonus écologique si et seulement si elle a une empreinte carbone correcte, c'est-à-dire si elle ne vient pas de l'autre bout du monde par container. Et petit à petit, nous, on voudrait arriver là-dessus en étant réaliste. On sait très bien qu'en France, malheureusement aujourd'hui, on a quand même très peu d'industries capables de produire des véhicules de A à Z. Donc nous, on y va petit à petit avec de l'assemblage. Et une fois que tout a été assemblé, justement, pour les véhicules d'occasion et que vous n'avez pas les pièces, quand il y a quelques marques qui ont disparu, vous faites comment alors ? Alors, en réalité, dans ce petit monde où on voit des véhicules qui ne se ressemblent pas comme ça, derrière, on a très souvent les mêmes fabricants, fournisseurs, qui eux-mêmes sont les fournisseurs des usines qui les construisaient. Finalement, en ayant le bon réseau, on arrive toujours, d'une façon ou d'une autre, à trouver l'usine qui a le moule, qui permet d'eux, etc. On a aussi pris une imprimante 3D. On est en train de se faire la main. On n'est pas encore ceinture noire dessus. Quand on a des petits besoins très ponctuel, on peut tout à fait, s'il faut avoir un petit commodo, faire une impression 3D. Et vous avez des stocks de véhicules aussi derrière qui vous servent de stock de pièces en fait, comme une casse ? Ouais, on a tout un stock de véhicules d'occasion ou en stand-by qui sont pour certains en cours de remarketing, c'est-à-dire quand on a un peu plus de temps, on va les prendre, les retaper et les revaloriser. Et puis pour d'autres, faute de pièces, dans certains cas, on s'est servi dessus en attendant de recevoir la pièce d'origine. C'est quoi le véhicule idéal à l'heure actuelle ? C'est celui qui coche a priori le plus de cases. Quand on parle de l'électrique, tout de suite on pense à l'autonomie, donc il faut qu'il ait une bonne autonomie. Il faut pouvoir aussi recharger facilement, et ce n'est pas toujours très facile aujourd'hui qu'on ait une voiture ou qu'on ait un scooter, donc il faut que les batteries soient amovibles. Ensuite, quand on parle d'un deux roues, on les utilise tous les jours, mais en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas vers le deux roues parce que ce n'est pas sécurisant, donc il faut aussi que ce soit un véhicule sécurisant avec l'ABS. Et aussi, moi je trouve à titre personnel, quand je monte dans ma voiture, j'aime bien avoir le GPS qui s'affiche, ce genre de gadget. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas un peu plus en série sur les deux roues ? Donc voilà, si je devais synthétiser, pour moi le deux roues électrique idéal, c'est celui qui coche à peu près toutes ces cases-là. Et dans 3 ans, c'est quoi l'avenir de l'électrique aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de l'électrique dans 3 ans ? Qu'est-ce qui aura changé par rapport à aujourd'hui ? Alors, ce qui manque aujourd'hui dans l'offre électrique, de mon point de vue, c'est une vraie proposition accessible pour les motards permis A. On a des choses qui sont sympas pour les équivalents 125, des choses sympas pour les équivalents 50, mais quand on regarde en fait l'offre, elle est quand même
très très faible pour les motos, pour motards, permis A. On va avoir des engins qui sont très bien, mais qui sont à 25 ou 30 000 euros. Ce n'est pas le commun des mortels. Et je pense que la prochaine évolution, voire révolution du 2 roues électrique, ça va être les motos permis A électriques, accessibles et avec des performances comparables à celles qu'on connaît aujourd'hui sur les thermiques. Et dans 3 ans, en termes de scooters électriques, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors, scooter électrique, dans 3, 4, 5 ans, c'est toujours un petit peu plus de connexion, de connectivité. Au départ, ça fait un peu gadget, ça fait un peu accessoire. En fait, quand on y regarde un peu plus près, on aime bien savoir où est son scooter, s'il a été bougé, ça sonne. On aime bien aussi avoir un peu de données. Est-ce que les pneus sont bien gonflés ? Ça met en sécurité. Également, il faut de la praticité, c'est-à-dire ces batteries qui aujourd'hui sont très lourdes et prennent beaucoup de place, on aimerait bien qu'elles prennent un peu moins de place et qu'elles soient un peu plus légères, notamment pour avoir beaucoup de place dans le coffre, sous la selle, pour mettre un casque, voire 2. C'est parfois ce qui manque sur beaucoup de scooters électriques aujourd'hui. Merci Vincent. Je t'en prie. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez un petit peu plus clair sur le marché de l'électrique, les marques, les points sur lesquels il faut faire attention, les services qui peuvent exister et auxquels on ne connaît pas forcément. On répondra à toutes vos questions, bien sûr, via les commentaires s'il reste des points qui n'ont pas été éclaircis. N'hésitez pas à retrouver le super article en long, en large et en travers sur comment choisir son scooter électrique sur le repère des motards, avec plein de détails également sur les différences de batterie entre les lithium-ion, toutes les autres formes de batterie lithium, le nombre de cycles de charge, enfin bref, plein de points qu'on n'a pas non plus abordés dans cette vidéo. Et puis bien d'ici la prochaine émission, le prochain essai et surtout le prochain hebdo Dièse 100 surprise avec plein de surprises à l'intérieur, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur la cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Et ciao, salut.